Et ben voilà. Et on n'attendait plus que toi. C'est parti. Impeccable. Alors, bienvenue au kick-off du pôle lillois de l'association Generative AI France. Donc moi, c'est Thibaut Tensen. Je suis AI Product Manager et voici Taha Baziz, qui est également AI Product Manager. Et on a la chance aujourd'hui d'être accompagné de mon grand frère, Maxime Tensen, qui s'avère être surtout le founder de l'asso GenAI France. Donc, on est là pour le kick-off du pôle lillois, sachant que l'asso est ouverte déjà dans plusieurs villes en France. Et je lui passe la parole pour qu'il explique un peu l'asso. Merci beaucoup. Du coup, je me présente rapidement. Donc, j'ai deux casquettes. J'ai ma casquette de président de l'association qu'on a créée il y a 2 ans, juste après la sortie de ChatGPT. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et depuis, j'ai monté une boîte qui s'appelle Ago. On fait du support client automatisé par IA. Vous avez sans doute dû déjà envoyer un mail pour savoir où était votre livraison de votre site e-commerce ou plein de questions et vous avez eu des réponses une semaine plus tard. C'est très frustrant. Ben, on fait en sorte que vous ayez la réponse tout de suite, ce qui est quand même beaucoup mieux. Et pour les boîtes, on permet de réduire le nombre de tickets et de personnes dédiées au support pour que ça leur coûte moins cher. Donc tout le monde est content. Je suis très content de parler dans une école de commerce parce que l'IA, c'était depuis quelques années un sujet très geek, très tech. Mais depuis l'an dernier, il y a un sujet d'IBM, un sondage d'IBM qui est sorti et c'est devenu le sujet numéro 1 de tous les enfin, c'est devenu le sujet numéro 1 pour 76% des CEO aux États-Unis, c'est qu'est-ce que va devenir ma boîte à l'ère de l'IA générative. C'est tellement transformateur, même à l'ère d'Internet, il n'y avait pas autant de gens qui se posaient la question, mais c'est la révolution qui arrive est vraiment d'une énorme ampleur, d'une énorme violence. Donc l'idée, aujourd'hui, c'est de vous faire un peu comprendre un peu le but de l'association, c'est de faire step up tout le monde dans leur compréhension de l'IA et de voir comment au quotidien ils peuvent l'utiliser dans leur métier ou s'il y a des entrepreneurs parmi vous, comment ils peuvent lancer leur boîte là-dedans. Et comment on fait ça? En fait, juste après la sortie de ChatGPT, il y a eu un énorme paradoxe qui était qu'on comprenait que la technologie était assez ouf, mais paradoxalement, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait pouvoir vraiment faire avec d'un point de vue business. Là maintenant, on est 2 ans plus tard. Vous avez sans doute vu plein de boîtes qui sont lancées dans l'IA, des use cases très précis, mais au début, on ne savait pas du tout. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit il y a 2 ans, c'est qu'on allait prendre des gens qui avaient vraiment fait des choses avec l'IA et on allait faire parler. Et du coup, ça allait donner des idées à tout le monde. Et c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. Donc, on a commencé avec un meet-up à Paris. L'équipe s'est un peu agrandie, comme vous voyez. Et on est maintenant à Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier. Et puis, depuis 3 minutes, voilà, l'idée, on est à Lille aussi. Donc, vous pouvez dire, j'y étais pour le premier événement. Allez. On organise chaque année une conférence d'une journée. La prochaine, elle est le 28 novembre de ce mois-ci, dans quelques jours. Il y aura donc c'est une journée banalisée entièrement dans la cité universitaire à Paris, avec des talks sur plein de sujets différents, de l'audio, du texte, des agents autonomes, des chercheurs, des entrepreneurs. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la session, on aura quelques places à gagner pour fêter le lancement du meet-up lillois. Et voilà pour moi. Et je vais laisser la parole à Thibaut pour le premier talk. Merci beaucoup. Merci Maxime. Donc là, on ne voit pas trop sur les slides parce que c'est en tout petit, mais il y a du beau nom. Hein. Mistral, c'est pas n'importe quoi. CTO de Théodo, il y a du professeur en recherche chez NVIDIA, etc. Je vous laisse aller regarder le programme en détail sur le site. Hop, et on va passer au premier talk. Donc pour ce kick-off, je me suis fait plaisir. Je ne vais pas vous le cacher. On va parler de jeux vidéo. Donc du lien entre l'IA générative et les jeux vidéo, les LLM, le machine learning, etc. Petit sondage pour commencer, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Qui connaît League of Legends ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? OK. Qui connaît Mario Bros? Très bien. Qui connaît Trackmania? OK. Qui connaît Doom?
Ok, bon, bah ça va. Vous n'allez pas être trop perdu. On peut y aller, s'il te plaît. Donc, de quoi on va parler? On va commencer par parler de l'adoption de l'IA et un petit peu faire une intro de surface sur le fonctionnement technique des LLM, de ChatGPT, etc. Alors, je vous rassure, on ne rentrera pas trop dans la technique, mais le but, c'est de faire quand même un minimum de vulgarisation. Donc, il faudra s'accrocher. Si vous passez les 10 premières minutes, vous serez tranquille pour le reste du talk. Donc, soyez focus au début. Ensuite, on se demandera si l'IA peut d'ores et déjà être un coach pour les jeux vidéo, que ce soit pour les joueurs occasionnels ou pour les joueurs professionnels. On verra ensuite quelles sont les difficultés techniques actuelles pour passer vraiment à l'étape suivante et arriver sur des use cases et des applications pour les joueurs vraiment impressionnantes. Et enfin, on conclura sur ce que j'espère, en tout cas à titre personnel, être l'avenir du jeu vidéo et sur 2-3 démos et idées de ce à quoi ça peut ressembler dans quelques années. Donc, où en est l'adoption de l'IA? Alors, l'IA, ça stonks. Stonker, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en novembre 2024, oui, j'ai dû mettre à jour les chiffres 20 fois en 3 mois. C'est ça aussi les joies d'être dans un milieu en pleine effervescence. En novembre 2024, c'est 3 milliards de sites de visites, 3 milliards de visites mensuelles sur le site de ChatGPT. Donc, 11e site le plus consulté au monde, c'est quand même pas rien. Dont 200 millions d'utilisateurs actifs hebdo. Donc, c'est-à-dire x2 en un an, ce qui était déjà pas mal. Donc ça se justifie évidemment par les modèles qui sont de plus en plus puissants, le fait qu'au début, comme disait Maxime, c'était vraiment un truc de geek, qu'est-ce qu'il raconte avec son ChatGPT, ça sert à quoi? La semaine dernière, j'étais chez le coiffeur, il me racontait qu'il demande à ChatGPT tu penses quoi de moi? Ce genre de truc. Donc en fait, il y a plein de manières d'utiliser les IA qui évoluent et qui se démocratisent, donc c'est hyper chouette, je trouve. Et enfin, l'IA est désormais multimodale. Donc ça fait du texte, mais aussi de l'image, des sons, des vidéos. Et on a eu des démos assez impressionnantes d'ailleurs, de juste avec un bon prompt, de vidéos créées à la volée qui font une bonne minute avec son intégré. Ça fait presque des pubs entières maintenant. Donc ça va très très vite. Et ça peut aussi aller chercher de l'information sur Internet en temps réel. On verra pourquoi ça peut être utile. Alors on va commencer par parler de Trackmania et de machine learning. Alors ça, c'est une vidéo sur laquelle j'étais tombé un peu à sa sortie. Comment entraîner une IA sur Trackmania pour qu'elle devienne imbattable. Et pour ça, il faut comprendre un peu le machine learning. Donc, le machine learning, ce n'est pas coder des milliards et des milliards de conditions. Avec là, par exemple, pour les voitures, ce serait if il y a un mur pas loin, zen, tournez avant de me le prendre. Parce que sinon, on n'aurait pas fini de faire des conditions en boucle pour toutes les cartes. C'est plutôt, OK, on va donner un objectif à la machine, aller d'un point A, la ligne de départ, à un point B, la ligne d'arrivée, et à partir de là, bonne chance. Donc, on va lui donner des points à chaque fois que les actions qu'elle choisit vont dans cette direction-là. Si je me rapproche de la ligne d'arrivée, ça va marquer un point. Si je me prends le mur et que ça va dans l'autre sens, je vais peut-être en perdre. C'est un peu ça le raisonnement. Et donc, par reinforcement learning, sur des milliers, des milliers et des milliers d'essais, l'IA va comprendre quelles actions sont récompensées, c'est-à-dire pour nous, le joueur, quelles actions la rapprochent le plus en plus d'une course parfaite et donc du meilleur temps. Donc l'image qu'on a vue avant, ça, c'est un peu sa version bourrin, la version IA machine learning. Donc ça, c'est un réseau de neurones. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette image-là? C'est pour un peu se dire, voilà, la voiture, elle a plusieurs options, elle peut avancer, tourner, reculer. Et bien pour chacune de ces options-là, admettons un combo de 100 inputs différents, ça va être une petite de ces neurones-là. Et en fait, avec le contexte de toutes les courses qu'elle a essayées, elle peut de plus en plus précisément deviner quel enchaînement d'actions va l'amener sur la course la plus parfaite possible. Donc c'est comme ça qu'on entraîne une IA, par exemple, sur Trackmania, en la faisant jouer en boucle, et elle apprend au fur et à mesure comment conduire le mieux possible. Et donc, le YouTuber qu'on a vu, il a quand même mis 3 ans avant de sortir quelque chose qui marche vraiment bien. Et maintenant, c'est des trajectoires quasi parfaites. C'est super. Sur GitHub, pour les plus devs d'entre vous, il y a des librairies Python pour
pour jouer avec ça, pour les faire tourner en local, etc. Mais voilà, en gros, un exemple concret de jeu vidéo, de comment ça marche un réseau de neurones et pourquoi. Le lien avec ChatGPT, c'est qu'en fait, si ça vous aide à comprendre le réseau de neurones de ChatGPT, ce serait de l'imaginer, cet entraînement Trackmania-là, sur du texte. Ici, ça va être toutes les courses, entre guillemets, qui ont été simulées. Et le but de ChatGPT, ça va être de comprendre comment, depuis la ligne de départ, qui est votre prompt, on arrive à générer du texte qui va être donc ce qui vous sort en sortie, de manière cohérente. Donc, on va dire faire la course parfaite. Là, ce serait fournir une réponse pertinente, cohérente, avec du bon texte. Donc, admettons que je mette en prompt I want to cook. Là, cake, c'est à 0,25, donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 4 que ce soit vraiment ce que j'ai envie de cook. Donc, pas mal pour les gourmands. Par contre, si I want to cook a dress, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est l'équivalent de Trackmania de se manger le mur. Heureusement, il est beaucoup moins probable et on a donc une chance sur 4 que ce soit cake ou des trucs plutôt pertinents. Donc, dans un LLM, les probabilités, donc c'est à partir de l'équivalent des milliards de courses, mais là, c'est sur des millions de séquences textuelles. Par exemple, je ne sais pas si on lui a donné tout un roman, il sait que dans un roman, si le personnage il dit bonjour, je m'appelle Thibaut 20 fois, et c'est beaucoup plus probable que la prochaine fois qu'il dise bonjour, je m'appelle, d'un coup, il ne va pas changer de prénom. Donc, c'est comme ça qu'on fixe des probas. En fait, il est entraîné à comprendre ce qui fait sens, ou alors un I want to cook. En anglais, il va comprendre qu'il y a plus de chances que ce soit cake que dress ou autre chose. Donc, c'est avant tout des probas sur de la compréhension de langage, mais il ne comprend pas vraiment le sens qu'il a, ce langage-là. C'est juste qu'il a fait tellement de fois ce chemin-là que il arrive à sortir des trucs pertinents. Et alors, un critère qu'on peut faire varier qui est hyper intéressant quand vous paramétrez vos LLM ou autres, c'est la température. La température, c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait appeler la créativité. Donc, si elle est très basse, ça va être des probas très restreintes. Là, par exemple, sur notre exemple d'avant, on enlèverait automatiquement dress et tous les autres trucs qui seraient en dessous d'une certaine probabilité, parce qu'on les jugerait complètement absurdes. Si la température est très basse, on garderait que les trucs qui sont en lien avec la cuisine, par exemple. Comme ça, ça réduit la créativité, mais ça réduit aussi les chances d'avoir quelque chose d'absurde. Vous avez sûrement déjà vu des résultats complètement incohérents en jouant avec ChatGPT. Donc, c'est comme ça que la température est paramétrée. À l'inverse, si on augmente cette température, on va faire beaucoup plus d'exploration, entre guillemets. On va aplatir cette courbe de probabilité, quasiment une gaussienne, et on va l'aplatir de sorte à ce que les probabilités des trucs un petit peu absurdes qu'on a vus avant remontent. Donc, dans la plupart des cas, ça pourrait juste générer des phrases absurdes, I want to cook dress, mais ça peut aussi amener des choses auxquelles on ne se serait pas attendu. Donc, c'est vraiment un peu, tiens, la balle est dans ton camp, l'ordi, génère-moi des trucs, et puis peut-être que sur les 200 phrases, il y aura quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Donc ça, dans Trackmania, pour revenir aux jeux vidéo, c'est un peu se dire, OK, alors là, j'ai fait 100 fois cette ligne droite-là, et je sais qu'il faut tourner maintenant, mais peut-être qu'en fait, il y a un raccourci que je n'ai pas vu et que je ne trouverai jamais si je prends cette ligne droite-là. Peut-être qu'en fait, en me prenant 200 fois ce mur, la 300e fois, ma voiture va faire un flip et ça va m'amener directement au virage voisin. C'est un peu ça l'idée. Parfois, c'est en explorant des chemins qui ont l'air totalement absurdes qu'on arrive à des résultats très efficaces. Alors, Internet en temps réel et YouTube. Alors, il faut savoir que la base de connaissances de ChatGPT actuelle s'arrête en avril 23. Et désormais, on a enfin en France, youpi, la fonctionnalité de navigation en temps réel sur Internet. Il y a eu quelques allers-retours pour des histoires juridiques, etc., des histoires techniques. Et là, j'ai vérifié, c'est également disponible pour les utilisateurs de ChatGPT sur la version gratuite. Donc, ça y est. Par défaut, il va aller taper dans sa base de connaissances de avril 23. Mais si vous insistez en disant, par exemple, donne-moi les statistiques de novembre 2024 sur, là, il va aller chercher sur Internet en temps réel la bonne réponse.
un truc intéressant à savoir, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, c'est qu'ils ont démontré que les connaissances les plus précises pour entraîner leur modèle, eh ben, ils ne sont pas sur la version textuelle d'Internet. Finalement, il y a beaucoup plus de connaissances sur YouTube que sur les blogs, par exemple. Pourquoi? Parce que sur YouTube, toutes les chaînes sont vachement plus spécialisées. Donc, on va avoir Jean-Michel dans son garage qui va parler pendant 3 heures d'une pièce hyper spécifique. Et ça, le transcript, ça fait un roman qui est bien plus détaillé finalement que le blog de Automoto sur la pièce en question. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des chances, quand vous demandez des données très précises de l'expertise à ChatGPT, qu'il se base davantage sur un transcript YouTube que sur un blog dédié. Alors, est-ce que l'IA, dès maintenant, fin 2024, peut être un coach en jeu vidéo? Ça dépend de quoi on parle. Déjà, où est-ce qu'elle en est, l'industrie du jeu vidéo? Ça stonks aussi, mais un petit peu moins que l'IA. Mais je vous ai quand même remis les chiffres. Donc, 3,3 milliards de joueurs, toutes plateformes confondues dans le monde, actuellement, contre 3,09. Donc, c'est quand même quasiment plus 10% en un an. Ça reste énorme. Le marché mondial des jeux vidéo est estimé à 187 milliards de dollars, donc croissance seulement de 2,1%. Mais les données ne sont pas forcément hyper faciles à avoir non plus. Ça dépend les méthodes de calcul, les agrégations, etc. Bref, ce n'est pas le sujet principal de ce talk. Par contre, l'audience mondiale de l'e-sport, ça monte très très vite. Donc, on a pris quasiment plus 50% en 4 ans, de 435 millions à 600 millions. Et notamment, récemment, au dernier Worlds de League of Legends, il y a eu un nouveau record pour une phase de pool pour T1 versus G2. C'est bon, j'ai casé G2 dans un talk, je peux mourir en paix. Il y a eu 3 millions de téléspectateurs simultanés. Ça aussi, les stats ne sont pas évidents à avoir parce qu'il y a énormément de téléspectateurs sur l'Internet isolé chinois, dont j'ai oublié le nom, mais on n'a pas les stats agrégées pour eux, c'est pas facile de savoir. Donc tout ça, c'est vachement sous-estimé en réalité. Les IA dans le sens commun. Alors avant d'aller plus loin, il faut quand même séparer les IA dans le langage public. Avant, on disait juste c'est l'ordi qui fait ça, c'est le bot qui fait ça. Et maintenant, tout le monde dit c'est l'IA. N'importe quel studio de jeux vidéo va vous dire oh, mon IA sur Far Cry, elle est incroyable. Ce n'est pas vraiment des IA parce qu'en fait, elles sont codées dans la manière dont j'évoquais au début, c'est-à-dire que ça va être une longue liste de conditions. Ça va être si le joueur est dans tel angle de vue par rapport à moi, alors tac, tac, tac. Et ça fait que, comme l'a si bien expliqué JDG dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, que ça peut ruiner totalement l'expérience de jeu parce que certaines conditions, quand on les a comprises, font que c'est très bizarre. Par exemple, ça peut être si le joueur ne regarde pas dans ma direction, alors je ne l'attaque pas. Donc vous pouvez aller en marche arrière vers un mec avec un bazooka, il ne vous tirera jamais dessus. Ou alors si le joueur a moins de X points de vie, ne l'attaque pas non plus. Enfin bref, il y a tout un ensemble de règles, mais qui sont faites là par design, parce que dans ces cas-là, les bots dans l'industrie du jeu vidéo, ils ne sont pas en recherche de performance. Ils ne sont pas là pour vous tuer, parce que sinon, personne ne gagnerait en fait. Il serait déjà, ce serait des jeux imbattables. Donc là, le critère pour les studios de jeux vidéo, c'est de trouver le bon niveau de difficulté entre on met un challenge au joueur, mais c'est possible quand même pour lui de gagner. Sinon, il n'y a aucune satisfaction. Si on vous met un challenge impossible, à part de la frustration, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc, excellente vidéo, vraiment, je vous invite à aller la voir. Très bonne. Alors, j'ai essayé de séparer les cas d'usage possibles de l'IA pour les joueurs entre les joueurs lambda, sûrement comme vous et moi, et les joueurs pro. Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait quand on était coincé sur un jeu vidéo? On allait sur des sites de Solus. On est coincé, il y a une énigme dans Zelda, on ne sait pas où aller dans un donjon, il nous faut un certain Pokémon, on ne sait pas où l'attraper. On va sur des sites comme Super Solus, où on Google à la mimine notre question, et on va aller naviguer sur Internet, chercher peut-être pendant... Alors c'est rien de bien méchant quand on est habitué, mais ça peut quand même durer 10-15 minutes pour avoir la réponse qu'on veut. Donc ça, c'était avant. Alors que maintenant, on a des plateformes, la marketplace de
de GPT personnalisé de OpenAI qui est sorti. Et donc, on commence à voir l'émergence de chatbots spécialisés. Donc là, je vous ai mis un chat GPT spécialisé dans Elden Ring qui vous permet, au lieu d'aller chercher sur des sites éparpillés partout sur Internet, où se trouve tel objet, quelle est la faiblesse de tel boss, qu'est-ce que je dois monter pour atteindre tel objectif, comment avancer dans telle quête, ce genre de choses. Vous posez la question au chat GPT et il vous sort une réponse très succincte, c'est il vous crée à la volée le guide ultime que Super Solus rêve d'avoir en fait. Et vous gagnez un temps fou. Et juste qu'il ait déjà cette expertise-là, alors que la technologie est très récente, c'est un premier cas d'usage hyper stylé pour les joueurs de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc ça, c'était pour du texte. Maintenant, il y en a qui vont beaucoup plus loin. Je ne sais pas qui d'entre vous connaît Tyler One, cet animal, mais il a sorti donc un overlay spécialisé pour du coaching en temps réel de League of Legends. La barre là en rouge, j'ai dû censurer ces mots. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Vous êtes en partie. L'IA en fait prend des screenshots de votre écran et au fur et à mesure, en analysant l'image une par une, va comprendre ce qui se passe et va vous faire un overlay avec une analyse. Là, par exemple, bon, j'ai rogné un peu trop bas, mais il voit sur le timer qu'il va bientôt y avoir un autre dragon et il dit attention, il y a un autre dragon qui arrive. Donc ça, c'est un conseil macro. On voit que Tyler One, il est bien parti dans sa partie. Et ben, un autre moment de la vidéo, l'overlay dit tout simplement il serait temps de back et d'utiliser tout ton argent parce que ça fait 10 minutes que tu massacres tout le monde. Il faudrait un peu banquer. Donc, l'IA arrive, en analysant les images une par une, à faire une réflexion pertinente sur certains jeux vidéo. Et ça, c'est assez dingue. Parce que la différence avec ce que je montrais avant sur Elden Ring, c'est que quelque part, on pourrait s'imaginer une sorte de grosse base de données avec première colonne, nom de l'objet, deuxième ligne, emplacement. Ça, c'est factuel, ça ne bougera jamais. Je demande en prompt quel est l'emplacement de tel objet. Il a juste à me ressortir complètement la donnée telle qu'elle existe. Il n'a rien à inventer. Alors que là, une partie de jeu vidéo, c'est hautement contextuel. Ça varie en temps réel. Il y a plein de données à prendre en compte et il n'y a pas de Wikipédia qui dit alors, s'il y a une arrow de hache qui t'arrive dans les dents dans 2 secondes, qu'est-ce que tu dois faire avec ton ADC? On ne peut pas lister tous les cas possibles. Donc l'IA, elle est bien obligée de comprendre finalement qu'est-ce qu'il faut faire pour donner des conseils applicables. Donc là, elle ne va pas non plus prendre la souris et commencer à cliquer, sinon là, ce serait du cheat, hein, on ne parle pas de ça. Mais elle donne des conseils quand même qui sont pertinents vis-à-vis de l'état de la game. Et ça, déjà, pour les joueurs de tous les jours, c'est assez impressionnant. Alors l'IA maintenant pour les joueurs pro. Donc imaginez, vous êtes en club e-sport, la carrière est là, je ne sais pas pour quel jeu, n'importe. On pourrait imaginer donc du coaching, mais sur des analyses de force et faiblesse. Donc il y a plein de sites qui font ça. Je pense par exemple à Mobalytics, où déjà en analysant toutes vos parties, ils sont capables de vous dire ok, là tu sais bien farmer, mais par contre tu meurs beaucoup. Donc il faudrait peut-être t'entraîner à faire un peu plus attention. Peut-être que en analysant des milliers de parties sur une échelle plus macro, il va dire tiens, c'est rigolo, depuis le dernier patch, ce champion-là, il est vachement sous-estimé. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir. Et donc là, on va dire que c'est du coaching dans le sens de soutien aux joueurs pour les bilans de force et faiblesse, mais aussi au staffing. Parce que là, il peut peut-être découvrir des tendances un peu plus macro. Mon rêve, entre guillemets, qui je pense va bientôt arriver, ce serait la création d'entraînements personnalisés. Là, par exemple, imaginons sur un FPS, on se rend compte, je ne sais pas, sur Counter-Strike ou Valorant, on se rend compte que sur telle ou telle arme, précisément, il y a un problème de aim. Et au lieu de refaire des maps d'entraînement en boucle ou des shooting range, etc., là, l'IA pourrait peut-être prendre des bouts de matchs qui ont existé en ayant compris le style de jeu d'adversaires historiques, par exemple, mettre à plusieurs endroits de la map ces personnes-là et simuler en fait un match contre une équipe contre laquelle on a du mal. Et il faudrait du coup s'entraîner en boucle dans des situations complexes précises jusqu'à ce que on surmonte nos points faibles.
En e-sport, du coup, c'est un peu lié. L'analyse post-match, donc ça, c'est déjà le job d'humain, mais on peut s'imaginer que l'IA verrait peut-être des détails qu'on n'a pas vus. Dans le scouting aussi des forces et faiblesses adverses, peut-être qu'on se rend compte que des détails à l'œil humain qu'on ne pourrait pas voir, c'est on se rend compte que Faker, il a un temps de réaction légèrement plus faible depuis 3 mois. Hop, on regarde de plus près, bah oui, il a mal au poignet. Tac, et on anticipe une blessure, par exemple. Suivi de carrière, ça peut être aussi intéressant pour mieux aider les joueurs à se vendre ou à faire leur mercato interclub. Ouais, en analyse, et ben là, c'est un peu ce que je disais, il y a malheureusement des choses que les humains ne peuvent pas faire sur des énormes quantités de données qui devraient être bientôt automatisables. Et je pensais également à la veille sur de la nouvelle stratégie, parce que même si tout le monde dans le coaching staff va aller se renseigner, ok, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quelles sont les tendances, et l'IA peut aller par exemple regarder la vidéo de absolument tout YouTube, y compris d'un gars qui a 2 vues, et en fait il a trouvé dans un éclair de génie une nouvelle manière d'appréhender le jeu. Il y a des trucs vraiment qui passent sous le radar, qui sont inattrapables, on va dire, par le regard humain. On peut passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le speedrun, je ne sais pas si vous connaissez cette douce discipline qui consiste à prendre un jeu et à le casser en 2 le plus vite possible. Donc là, par exemple, sur Mario, un des vieux Mario, il y a une vidéo de Combo qui est sortie qui analyse qu'en fait, l'IA, donc, à force de s'entraîner en machine learning, penser un peu à la course parfaite de Trackmania dont on parlait au début, sauf que là, au lieu que ce soit à l'échelle d'une map, d'un circuit, c'est à l'échelle du jeu entier de Mario. Et bien, cette IA-là, sans tricher non plus, sans utiliser de glitch, elle utilise des techniques qui n'auraient jamais été trouvées par les humains. Par exemple, elle se rend compte que à cause d'un faible nombre de FPS, de frames per second, il y a certains angles de hitbox qui peut légèrement gratter et du coup, il passe à travers des briques. Et du coup, si je retourne mon Mario, et en fait, il saute un tout petit peu plus loin, mais en grattant ça, mis bout à bout, à toute vitesse, sur celle du jeu entier, il éclate absolument tous les joueurs humains de la planète qui eux-mêmes sont en compétition avec eux. Donc ça faisait des années, par exemple, aux échecs, que les ordis corrigent a posteriori nos parties, parce qu'ils comprennent beaucoup mieux le jeu que nous. Et là, maintenant, c'est en train d'arriver sur tous les jeux vidéo. Enfin, pas tous d'un coup, parce qu'il y en a qui sont extrêmement compliqués. Il y a de plus en plus de jeux par le machine learning qui sont indétrônables des IA. Voilà. Donc pourquoi ça c'est intéressant? Parce que même si les ordis sont imprenables sur la plupart des jeux, ça n'empêche pas qu'il y ait de la compétition entre les humains. Et donc, ça devient non seulement des références, mais aussi un peu des coachs, comme ce qu'on vient de voir. Or, la catégorie de speedrun commence vraiment à y avoir des trucs de zinzin cet été. Cet été, sur le DLC de Elden Ring, y a un influenceur qui a dit « Je donne 10 000 $ au meilleur score en niveau 1 sur le DLC de Elden Ring. Je vous donne le DLC, éclatez-le le plus vite possible au niveau 1, et celui qui aura le meilleur temps gagnera 10 000 $. Donc, il n'y a pas encore d'IA qui a des meilleurs temps que les humains sur Elden Ring, donc ce n'est pas encore l'exemple parfait, mais on pourrait totalement imaginer qu'il y ait des bounties similaires sur Mario Bros, comme on vient de voir. Pour la petite histoire, ça a totalement enflammé Twitch, cette histoire, et la personne qui a offert 10 000 $ de bounty, oui, en a généré beaucoup plus derrière, de par l'attention que ça a attiré. Donc ces histoires de bounty-là, c'est qu'un exemple parmi plein qui peuvent rendre viable, entre guillemets, l'intérêt de créer des ordinateurs IA qui vont aller casser des jeux vidéo. Et puis même nous, honnêtement, il y a une certaine satisfaction à regarder la version corrigée d'un jeu, de voir un ordi arriver et rouler sur le contenu quand nous, on a mis des dizaines d'heures à faire la même chose. C'est assez impressionnant. Alors, les différents niveaux d'aide de l'IA possibles. Donc là, j'ai honteusement copié sur une slide dédiée aux entreprises sur une page de mon 20. J'ai accès à ChatGPT ou Zitia dans mon club e-sport. Donc ça, c'est la base. C'est est-ce que dans mon club, il y a ChatGPT? Est-ce que je peux aller prendre de l'information avec?
Niveau 2, c'est est-ce que cette IA m'aide à trouver de l'information sur le jeu? Donc là, c'est plutôt un niveau Mobalytics plus, c'est-à-dire, OK, l'IA vraiment, elle est personnalisée pour mon besoin. C'est pas juste, elle sait aller sur Internet, me faire des résumés de blog. Le niveau 3, ce serait ce que j'aimerais vraiment dans un futur proche. L'IA arrive à me générer les entraînements que je lui demande de créer. Et le niveau ultime, pour l'instant, dont tout le monde rêve, c'est l'IA est autonome, elle comprend et anticipe les besoins et me les propose en amont. Ça, au mieux, pour l'instant, ce qu'on aurait, c'est un peu de e-commerce prédictif à l'Amazon qui t'envoie ton dentifrice avant même que tu aies pensé à lui en redemander. Mais c'est vraiment pas le même niveau là dont je parle. Alors, les difficultés techniques actuelles. Il y a encore pas mal de risques d'hallucination ou des réponses trop imprécises pour apporter une vraie valeur, du moins sur des questions techniques complexes. Dans les jeux vidéo, c'est beaucoup de stratégie, de contexte qui évolue en temps réel, comme on disait par exemple sur League of Legends. Par contre, ça arrive quand même à trouver de la donnée factuelle dans les bases de données. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a un objet, il a un emplacement, ça ne va pas bouger. Donc retrouver ce duo-là, c'est facile. L'autre difficulté, c'est que ce contexte-là, il change en permanence, ce que j'expliquais sur League of Legends. Et pour être utile, il y a vraiment juste un problème de puissance de calcul en ce moment. C'est que déjà, c'est assez incroyable ce qui est possible de faire avec les IA depuis quelques années. Le hardware suit, il y a les techniques sont de mieux en mieux. Et à chaque fois, d'ailleurs, les progrès, on parle de plus 50%, ou alors il y a du hardware qui fait x20 d'un coup. C'est vraiment des progrès hyper impressionnants. Mais on n'est pas encore au stade où ça pourrait, disons, vous générer un film 4K Blu-ray à la volée, et puis c'est parti. Là, il faudrait vraiment encore beaucoup, beaucoup plus. Alors, donc, petite démo des difficultés. J'ai repris ce chat GPT Elden Ring et je lui ai posé quelques questions. Donc, j'ai commencé par un truc assez dur. Je lui ai demandé carrément, en gros, fais-moi un walkthrough super solus comme ça d'un coup. Donc, guide-moi à travers le premier donjon du jeu. Donc, bien sûr, il dit toujours, bien sûr, il dit, t'inquiète, je vais le faire. Donc, étape 1, entrée dans le château, blablabla, étape 2, nanana. Il y va, et si on ne connaît pas le jeu, on est très tenté de se dire, ça a l'air carré, il n'y a plus qu'à. Sauf que il dit un peu n'importe quoi. L'étape 4, elle est avant l'étape 1, en réalité. En gros, ce passage-là du château existe, mais il faut avoir battu ce boss-là pour y accéder. À la fin, il dit que c'est un boss optionnel. Non, 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 monsieur. Donc, je lui demande quelque chose un peu plus simple sur un autre thème. C'est donne-moi un exemple d'équipement, de build tanky pour le niveau 50. Donc, je commence à mettre déjà un peu plus de restrictions. Et je me dis peut-être qu'en l'orientant sur de l'équipement, il va mieux trouver parce que c'est des duos, quoi. Tanky, donc ça correspond à certaines caractéristiques fixes. Donc, il y a des objets fixes qui peuvent apporter ces caractéristiques que je cherche. Il baragouine un petit peu. C'est pas totalement faux, mais on voit qu'il y a quand même des trucs un peu louches. Il dit des choses en optionnel. Il se justifie pas. Donc, pour que moi je comprenne comment il en est arrivé à ce raisonnement-là, c'est pas clair non plus. Il y a quelque chose pour sa défense qui l'aide pas, c'est que je lui demande aussi de faire des traductions. Donc lui, peut-être que sa source de données, on a vu, c'était un chatbot en anglais. Peut-être qu'il va sur des sources en anglais et en fait, quand il traduit, il invente complètement des noms. C'est pas ça le nom du boss. Les noms des équipements, je ne suis pas allé les checker un par un, mais voilà. Donc pour ces questions techniques-là, ça reste compliqué. Maintenant, si on est beaucoup plus précis, donc là, donne-moi les caractéristiques exactes et je lui donne le nom de l'équipement et où les trouver. Et là, il y arrive vraiment bien. Donc, si vous le voulez, dans Pokémon ou autre, j'ai besoin de trouver tel Pokémon, tel équipement et autres, ça, il y arrive quasiment tout le temps. Donc, c'est déjà vraiment pas mal. Maintenant, il a des petites limites. Par exemple, il m'a listé 3 versions d'un certain équipement. Thibaut, connaissant Elden Ring, lui demande alors le plus 3, tu m'en as pas parlé. Et il me dit très sereinement, en fait, dans Elden Ring, il n'y a pas de plus 3.
sauf qu'il est dans le DLC. Le DLC, il est sorti après avril 2023. Donc là, il ne l'avait pas dans sa base de connaissances. Sachant ce défaut-là, je lui dis, va chercher sur ce site le Talisman Plus 3 qui est dans le DLC pour vraiment lui prendre la main. Et là, ah bah oui, ok, du coup, je l'ai trouvé. Il est bel et bien là. Donc, ce qu'il faut retenir, si vous voulez utiliser ChatGPT pour vous aider dans vos jeux vidéo, c'est qu'il faut le prompt le plus détaillé possible, garder en tête cette avril 2023 ou pas, et le guider aussi pour sa recherche sur Internet. Donc, si vous avez la source, si par exemple vous dites, je sais que tel site dédié là au wiki Pokémon, il est hyper complet, n'hésitez pas à mentionner ce site, comme ça, au lieu d'aller chercher un peu au hasard sur tout Internet, il va aller crawler systématiquement tout le site en question, et ça augmentera vos chances d'arriver à une réponse qualitative. Hop, les perspectives prometteuses. Ah, alors ça, j'ai cru que j'allais pouvoir vous faire la démo aujourd'hui de ça. Je préparais mon coup depuis des mois, mais ça ne marche pas encore. Le coach vocal en temps réel. Donc on disait Super Solus, on est à la souris dans le site 1 à 1, c'est déjà pas mal. Maintenant, on est passé de il les fait à la volée, j'ai même plus besoin d'aller sur le site en question. Il va même aller comparer les données entre 5 ou 6 sites pour être sûr de ne pas dire des âneries. Mais maintenant, imaginez, vous êtes en pleine partie, plein écran sur votre PlayStation ou sur l'ordinateur. Vous n'avez même pas besoin de Alt-Tab pour aller faire votre recherche. Juste sur votre micro, vous appuyez sur un bouton et ChatGPT. Voilà ma situation, voilà ce dont j'ai besoin. Envoie l'info, frérot. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment en vocal en temps réel. Et finalement, c'est juste la même chose que de le prompter à l'écrit comme ce qu'on vient de voir. Mais le mode vocal avancé qui vient de sortir fait des trucs assez rigolos. Ça buzz pas mal là, depuis la fin du mois dernier. Mais malheureusement, ce n'est pas encore ça pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Les questions techniques, ils bug encore un peu. Pourtant, c'est un peu... Sur certains cas, il a l'air de commencer à comprendre un peu ce qu'il fait. Donc vraiment, j'y crois pour la suite. Et enfin, dans les perspectives, le coach personnalisé qu'on évoquait, avec des simulations complexes, ce serait vraiment incroyable d'avoir un outil d'entraînement dédié à vous et pas des outils d'entraînement. Ok, je suis sur Rocket League, il y a une map commune à tout le monde où tout le monde va faire des shoots. Non, là, il a l'analyse de vos 300 dernières parties. Il sait sur tel angle vous êtes nul, sur tel angle vous êtes vraiment bon. On va vous faire travailler tous les angles de tir sur lesquels vous n'êtes pas bon. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace que l'entraînement. Un truc qui, j'espère, va vous mind blow si vous comprenez un peu à quel point c'est une dinguerie. Fireship, du coup, que aussi excellente chaîne que je vous recommande. Ils ont réussi sur un modèle de Google à recréer Doom en 20 FPS sans aucune ligne de code ni game engine. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image générée à la volée par une IA générative et il en fait 20 par seconde. Et selon vos actions, il comprend ce que vous voulez faire. Vous bougez votre souris, l'image qu'il va générer après, elle est là. Donc, visualisez bien ça. Il n'y a rien de codé, il n'y a aucune condition. La carte n'existe pas. Ce n'est pas comme si on se baladait dans un truc préécrit. C'est en temps réel, j'ai une sorte de peinture. Selon où je touche, la peinture est vivante. Mais c'est vraiment un calque comme ça, supervisé, en 20 FPS. Donc ce truc-là, c'est quand même dingue. Si ça augmente en capacité, etc., ce serait vraiment créer un jeu vidéo entier à la volée sans aucune ligne de code. Si on peut avancer. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne dans un contexte. Au début, on évoquait le contexte pour augmenter les chances qu'il n'y ait pas d'hallucination ou en tout cas que ce soit bien propre. Donc 3 secondes de contexte à 20 FPS, ça nous fait 60 FPS. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est le standard de l'industrie. Et s'ils commencent à réussir à créer dans des contextes de 60 FPS des jeux vidéo comme Doom, alors qu'il y a 1 an à peine, ce serait paru totalement fou, vraiment, peut-être qu'à ce rythme, dans 3 ans, c'est du niveau de League of Legends. Dans 5 ans, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est quoi un dernier triple A oui, non, Elden Ring, par exemple, serait déjà pas mal, ce genre de truc. Mais en tout cas, ça va très très vite. Et
hop, encore. Ok, super. Comment ça fonctionne? C'est là, en fait, on voit qu'en plusieurs couches, il va aller. Alors, j'espère que c'est assez grand pour être visible, mais on voit que c'est très flou et très pixelisé. On dirait presque du paint, en fait, au final. La première colonne, on dirait presque du paint. Et en le passant par plusieurs modèles, il arrive, du coup, dans la dernière version. Donc là, c'est un 94-30. On voit bien les chiffres sur la dernière colonne, alors qu'on ne les comprend pas trop au milieu. Et c'est comme ça donc, qu'il va réussir à créer ces 20 FPS. Les 20 dont il parle, c'est vraiment la dernière colonne. Donc en fait, il y en a encore plus qui sont générés, mais sont retraités jusqu'à avoir un niveau de qualité acceptable pour être considéré comme du Doom. Je vous ai aussi mis le top commentaire de la vidéo YouTube à ce sujet-là, parce qu'il m'a fait beaucoup rire. C'est la manière la plus coûteuse de refaire un jeu d'il y a 30 ans. Donc le gars qui a vu ça, il était en full cynique, mais il a quand même un peu raison de dire oui, c'est une belle prouesse, mais qu'est-ce que c'est pas efficace pour votre truc. Donc pour l'instant, il y a un peu ce côté savant fou de à la fois on est émerveillé de créer des choses qui paraissaient impossibles, et en même temps, pour l'instant, bah oui, super, tu faisais des techs de malade, mais en même temps, pour l'instant, c'est Doom en 20 FPS. Donc il n'y a pas non plus de quoi appeler les paparazzis. Mais c'est le début et ça promet de grandes choses. Donc pour conclure, l'IA générative n'en est qu'à ses débuts. Il y a beaucoup encore de problèmes dans le coaching sur les jeux vidéo avec. Il y a beaucoup de progrès à voir pour que ce soit un vrai compagnon de jeux vidéo, même s'il y a déjà des use cases qui peuvent vous aider dans tous vos jeux favoris. Et surtout, il faut retenir qu'on se dirige vers une industrie de jeux vidéo de malade avec cette technologie-là. Et nous, en tant que joueurs, on peut que avoir hâte de ce que ça va donner. Voilà. Merci. Et je passe la main à mon collègue. Ah oui, pardon. Y a-t-il des questions? Ouais. C'est une très bonne question et c'est un des enjeux, je suppose, du réseau de neurones, c'est d'être aussi si itératif qu'en fait on check si la réponse est pertinente ou pas. C'est quand même plus dur, je pense, d'aller corrompre des données fixes. Par exemple, encore une fois, tel objet il est à tel endroit. Il y a beau avoir 50 commentaires sur Reddit qui disent il n'est pas là, on sait qu'il est là fixe. Ça, c'est le vrai et j'hésite à le mettre dans une slide. Alors, je ne saurais pas te dire exactement comment techniquement il sauvegarde ça. Peut-être que tu as une idée, Maxime, pour pondérer un peu, entre guillemets. Ouais, donc, gros challenge, effectivement. Est-ce que ça, je suis pas sûr que ça réponde à ta question finalement, mais oui, c'est une vraie épine que tu soulèves là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais.
C'est possible. Instinctivement, là, je pense à 2 contre-exemples. Le premier, c'est encore une fois les échecs. Quand les PC ont commencé à exploser tout le monde, c'était la grande crainte, est-ce que c'est la fin des échecs? C'est quoi l'intérêt de continuer à jouer alors qu'il y a les ordi, etc. Ça n'a pas du tout mis fin à la compétitivité entre les humains, au contraire. Avoir cet aspect, les ordis sont capables en fait de, même s'ils comprennent pas le jeu, ils nous apportent une certaine forme de créativité en faisant des coups qui sortent complètement de ce qu'on aurait pensé. Ça a énormément même augmenté le niveau moyen côté humain, ce qui est assez rigolo aussi. Maintenant, c'est possible que ça ait effectivement cet effet-là dans les jeux vidéo. C'est pas non plus tout à fait la même chose. Un autre point sur la créativité, c'est que l'IA, par exemple, peut faciliter énormément la création d'assets, donc des assets visuels, etc. Et ça, au contraire, ça permet d'une part à beaucoup plus de créateurs de se manifester. Donc ça, c'est énorme. À réduire peut-être des coûts pour des gros studios aussi. Donc idéalement, s'ils sont un peu gentils pour une fois, ça pourrait être mis dans des endroits qui stimuleraient tout ça. Et l'IA, ça peut commencer à faire des trucs assez impressionnants. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Micode, mais ils ont sorti une vidéo récemment sur la génération de monde infini, etc. avec les IA. Donc il y a plein de cas, je pense, qui vont se débloquer et qui vont permettre de relancer un peu cette créativité-là. Maintenant, d'un point de vue purement économique, on est d'accord qu'il y a d'autres sujets, il y a des difficultés, ça c'est sûr. Mais mon approche, c'était plutôt purement dans le plaisir que les joueurs peuvent avoir et les portes que ça peut ouvrir. Il y a des nouveautés vraiment absolument dingues. Il y a eu quelques années là, un peu en creux 2015-2020, je dirais, où on disait, bon, ça stagne un peu, qu'est-ce qui se passe? Avant, il y a eu un gros boom de progrès dans les graphismes, dans le gameplay, dans plein de trucs. Et là, avec l'IA, ça réouvre beaucoup de portes. Donc on verra bien, mais c'est possible aussi. Ouais. Idéalement, en gros, l'IA permet d'inventer plein de briques de Lego, mais il faut que ce soit l'humain à la fin qui fasse la construction hyper créative. Mais bon, peut-être que les robots seront créatifs aussi à leur manière. On ne sait pas. Ça peut augmenter de fou la rejouabilité, ouais. Effectivement. Si on repense au réseau neuronal au début, peut-être qu'une partie sur 100, il y a vraiment un robot qui va dire I want to cook a dress. Et là, vous êtes parti pour un scénario très farfelu, quoi. Oui. Alors, c'est encore une super question. Je ne saurais pas te dire, là, c'est tellement complexe juridiquement parlant. Mais c'est un vrai sujet, oui.
Là je n'ai pas de réponse à t'apporter là-dessus. Il y a trop de paramètres à prendre en compte. De société, de tout ce que tu veux. Ouais. C'est un peu cette époque-là, mais en version remixage d'assets. Et que ce soit. On parlait au début du fait que c'était devenu multimodal. Là, tu parles des jeux vidéo, mais c'est aussi le cas pour la musique, pour les images, pour le texte, si on parle de plagiat journalistique, etc. aussi. En fait, c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris entre, bon, bah là, la souris est un peu d'avance sur la loi, etc. Comment est-ce qu'on va réussir à cadrer tout ça? On est un peu dans l'étape Far West, là, j'ai l'impression, effectivement. Et s'il y a d'autres questions, ou sinon on va passer à la suite. Ben, merci pour votre attention et puis je passe la parole à Ta. Merci. Alors moi, je serai un peu plus le bad cop. J'espère que vous sortirez du bronze sur LoL grâce aux nouveaux tips. Et de mon côté, on va parler un peu plus pro, parler un peu plus de l'utilisation de la Gen AI dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie tech de manière générale. Et je vous réserve une surprise pour vers la fin. Alors, à quoi me servirait l'IA générative pour lancer une startup? On est en 2024. C'est un AI talk très cliché qu'on est en train de faire. Et c'est parti. En termes de sommaire, on va d'abord discuter un peu de c'est quoi un produit de Gen AI dans l'industrie tech. Est-ce que tous les produits utilisent de la Gen AI ou pas? Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais c'est quoi la différence entre un produit vraiment Gen AI qui utilise la Gen AI dans son cœur et juste utiliser la Gen AI un peu plus généralement? Donc, je pouvais pas trop faire ce talk sans distinguer ces deux choses. Avec Thibaut, on est des product managers en AI. On travaille en tant que product manager. Vous voyez ce que c'est comme métier, un product manager? C'est un gars qui travaille dans une équipe technique et qui s'occupe un peu de la génération d'idées pour que les équipes techniques les réalisent. Donc, ensemble, les équipes techniques et les product managers vont essayer de réaliser ces nouvelles prouesses, ces nouvelles fonctionnalités. Donc, à gauche, on a des produits qui sont exclusivement Gen AI. Ils utilisent la Gen AI comme cœur, c'est le produit lui-même. C'est un modèle de machine learning qui va permettre de faire de la génération. Et derrière, on va essayer de le rendre plus beau, on va essayer de le rendre utilisable, on va le productifier. À droite, on a de l'intégration de Gen AI à un produit. Donc le produit, il existe déjà. Et on trouve des fonctionnalités un petit peu gadgets qui vont venir améliorer un produit existant. Donc à titre d'exemple, à gauche, on va avoir des LLM, les Large Language Models, déjà plutôt connus comme ChatGPT, Claude, Gemini. Il y en a pléthore, on en voit toutes les 2 semaines un nouveau, ainsi que ce qu'ils appellent fine-tuner, modifier un modèle existant. Ça permet de dédupliquer les cas d'usage qu'on peut faire à partir d'un même modèle. Donc si je veux faire un modèle aujourd'hui qui a une très bonne connaissance musicale, je vais prendre un modèle existant. Ils existent de manière open source pour certains d'entre eux. Ça veut dire que la communauté peut contribuer à ces modèles. Et là-dessus, je vais le réentraîner sur une nouvelle base de données qui contient plus de musique, plus de détails. Ce modèle sera moins susceptible, par exemple, d'halluciner et de dire n'importe quoi sur de la musique. Des modèles, des produits toujours exclusivement Gen AI, on va avoir des plateformes d'automatisation de tâches, de parcours de documentation. Il y a Dust, qui est une startup française, par exemple. Il y a des assistants calendaires. Vous pouvez avoir quelqu'un, une IA, qui gère votre planning, votre emploi du temps. Vous connectez Orion, MyHeadech et tout ça, et ça va vous générer tout seul ou mettre votre séance cuisine ou resto ou sport à côté de vos cours. Et enfin, vous avez aussi des IA de prise de notes. Ça va juste être
un agent que vous rajoutez à votre Google Meet, par exemple. Vous n'ouvrez rien d'autre. Il recorde. Et derrière, lui-même, il va générer un compte rendu. Il va automatiser vos tâches. Donc ces outils, c'est vraiment leur cœur même. Ce sont des modèles. Et derrière, on essaie de les intégrer au mieux à notre vie de tous les jours. On essaie de les ajouter à notre quotidien. Et comme ça, améliorer on résout des problèmes qui n'étaient pas encore résolus à partir de là. De l'autre côté, une intégration de features, de fonctionnalités Gen AI à un produit, c'est vraiment du gadget. Si vous êtes déjà bon sur Adobe Photoshop, un modèle, une fonctionnalité AI, ça va vous compléter quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà bon sur Photoshop, ça va l'accélérer, ça ne va pas non plus lui rapporter quelque chose qu'il ne faisait pas. Pareil sur de la synthèse, des assistants au code du côté de GitHub Copilot ou encore une fois une multitude de plusieurs services là-dessus. Donc je comptais à parler là-dessus parce que le Product Manager AI, ici, qui va s'occuper des produits à gauche, il a besoin d'avoir une appétence en IA. Il a besoin vraiment de comprendre comment va fonctionner une IA, qu'est-ce qu'une IA qui dégénère, qui dit n'importe quoi, être un peu conscient des enjeux de gouvernance de data. Ça fait beaucoup de meetings et de politique en entreprise. C'est pas le plus ouf du monde, mais faut faire avec. Et alors qu'à droite, ça va être des product managers avec des profils plus généralistes, des personnes qui ont des envies entrepreneuriales, qui veulent rentrer dans des grosses structures et ajouter des gadgets. Eux, ils peuvent penser à ces nouvelles features et c'est juste des nouveaux gadgets qui seraient rajoutés. En termes de cas d'usage en entreprise et dans l'entrepreneuriat de manière générale, pour parcourir ça assez rapidement, c'est vraiment tous les profils vont trouver des use cases de Gen AI. Que vous soyez sales ou dans le marketing, on a des CRM, les plateformes de gestion de clientèle, qui vont générer automatiquement des pitchs, si vous leur expliquez, qui vont générer également des fiches de persona, des résumés. Les RH sur leur logiciel également génèrent comme ça certaines offres d'emploi et par des modèles d'IA vont également traiter les CV et ainsi de suite. On peut faire une liste totalement exhaustive et durer 4 heures. Mais pour enchaîner toujours sur l'entrepreneuriat, en ce qui concerne les produits qui utilisent la Gen AI comme cœur de cible, comme cœur du produit, on a vraiment toutes les industries qui essayent de voir des innovations. Et là, on va avoir des logiciels de montage vidéo qui naissent avec comme cœur vraiment l'IA. On a des plateformes d'assistance au code qui utilisent totalement un assistant IA qui est intégré. Toute votre expérience en fait de travail au travers de ces outils va utiliser de l'IA. On a même des applications de dating qui vous font parler avec des agents, des modèles IA avec qui vous allez converser pendant quelques heures, ce qui est très ludique. Et aujourd'hui, on va créer ensemble une startup en utilisant des outils IA. Est-ce que quelqu'un a une idée de startup là qu'il a envie de créer? Et à partir de là, on voit comment on va dérouler la création. On est prêt à faire du déficit aujourd'hui. Recyclage de hardware, ok. Donc, on veut être une compétition de back market ou... Ouais, allez, on va battre une licorne française, let's go. Donc, on va faire ça en 4 étapes. On va réfléchir d'abord à l'idéation, le maquettage ensuite et le prototypage. Idéation, c'est toute la réflexion de qu'est-ce qu'on va construire, comment on va le faire, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème. Puis, tout ce qui est maquettage et prototype, c'est dessiner les éléments clés qui vont être utilisés dans une IA, dans l'application de recyclage de hardware. En étape 3, on construit l'application. Et en étape 4, comment on communique, comment on fait la partie business et commerciale, ce qu'on apprend à l'EDEC en fait. Ok, sur l'idéation, là c'est trop beau pour être vrai. On ne peut pas encore tout à fait automatiser ça par de l'IA. L'idéation, c'est beaucoup de créativité, beaucoup de discussions avec des personnes, c'est du problem solving. Vous n'allez pas pouvoir automatiser ça et remplacer et déléguer ce type de choses à une IA. Pour le moment, la plupart des outils peuvent vous aider à approfondir vos ressources, confirmer des raisonnements, vous aider dans des analyses quantitatives. Je ne continue pas la liste, il y a beaucoup de choses. Ça peut aider, mais tout ce qui va être raisonnement humain et créativité aujourd'hui, le problem solving, on peut y trouver un assistant, mais ça vient de vous dans un premier temps dans l'entrepreneuriat ou en entreprise.
Par contre, une fois qu'on passe au maquettage et au prototypage, voyons voir comment faire ça sans compétences aujourd'hui. Qui fait du Figma ici? Des personnes sont efficaces là-dessus? On en a une. Et un test. OK. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'être plus chaud que ça parce que là, il y a des fonctionnalités sur Figma, par exemple, et sur les compétitions de Figma qui permettent directement, à partir d'un prompt, de générer un premier prototype, par exemple, et d'avoir directement un visuel qui correspond un peu à ce qu'on veut avoir comme image, comme site web, comme application mobile, comme jeu vidéo, etc. Et à côté, on aura des autres logiciels comme Excalibro qui peuvent vous aider dans vos raisonnements à partir d'un prompt, venir essayer de designer le workflow client que vous allez imaginer. C'est assez important lorsque vous allez penser ensuite à la partie technique, la partie construction du produit, à laquelle on viendra juste après. Donc on peut, à partir déjà de 2 outils, obtenir une maquette et obtenir également le workflow qu'on va imaginer pour la customer journey de notre application de recyclage. On passe ensuite à la création. Ok, j'ai peut-être un petit peu menti. Ça peut demander un peu de technicité, mais on passe d'une certaine barrière où avant c'était une barrière de compétences à une barrière de temps. Ça prend juste du temps. Il y a des logiciels, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de venir développer et créer son application. Et c'est déjà ça en fait, hein, parce que on vous rapporte les compétences que vous n'avez pas encore et c'est à vous ensuite d'essayer d'aller les réaliser. On peut penser à 2 grosses voies. On peut utiliser que de la Gen AI et des plateformes comme V0 à laquelle vous allez décrire votre idée et il va générer le code de bout en bout pour pouvoir créer votre application. Et quand je dis de bout en bout, c'est vraiment une application avec des boutons cliquables, des envois vers des bases de données en termes de requêtage. Vous allez vraiment avoir une appli avec beaucoup de bugs, mais vous allez avoir une appli. Et derrière, vous pouvez utiliser des éditeurs de code qui sont très bien intégrés avec des modèles d'IA. Donc, vous pourrez débugger, vous pouvez revoir, prendre le temps, en fait, juste avec du langage humain. Vous pourrez ainsi itérer sur l'application. Donc ça, c'est vraiment une manière de faire où vous passez vraiment que sur du langage humain pour créer du code. Et à aucun moment, vous n'aurez la nécessité de partir apprendre une documentation d'un nouveau langage. Vous serez vraiment autonome, sans lire la doc, pour faire ça, tant que l'application n'est pas trop farfelue. Heureusement ici, sur une plateforme de recyclage de hardware, c'est une plateforme, j'imagine que c'est un SaaS B2B qui va pouvoir... B2C aussi, ouais, comme Back Market, donc un particulier qui va sur une plateforme et qui remplit un formulaire et qui... Bah, c'est parfait parce qu'avant, avec Excalibro AI, on a réussi à générer ce parcours utilisateur. Donc c'est des choses qu'on pourrait réingérer au niveau de V0 par exemple, et derrière, ça va générer le workflow. Donc, sur une idée avec cette complexité-là, c'est totalement réalisable de demander à une IA et de corriger ensuite avec d'autres IA comment ça va fonctionner. Ainsi, on peut essayer d'approcher un parcours de bout en bout sans aucun bug. Peut-être un peu moche vu qu'on n'est pas des experts sur Figma et qu'on l'a fait un peu à la va-vite. Mais c'est déjà un premier résultat, sachant qu'on fait tout ça sans compétences. D'un autre côté, les LLM, la Gen AI, ce sont des outils d'automatisation. On veut juste automatiser des tâches du quotidien, des tâches qu'on sait déjà faire. Là, il existe des outils de no-code aussi qui permettent de faire de l'automatisation en cliquer-glisser. Vous allez ouvrir une interface, vous n'avez pas besoin de coder, vous allez avoir du cliquer-glisser, une brique IA qui utilise par exemple LangChain, qui est une bibliothèque qui existe, qui permet d'automatiser un peu l'apprentissage d'un modèle. On peut lui apprendre de nouvelles données qui sont récupérées des utilisateurs et du hardware qu'on veut recycler, ainsi que des distributeurs. Et à partir de là, avec des logiciels comme N8N ou d'autres, vous serez en mesure, là aussi, sans code, avec moins de code qu'à gauche, juste des briques, à créer totalement une application SaaS, B2C, consumer friendly, la prochaine licorne française. Enfin, pour tout ce qui va être communication, funnel d'acquisition, il y a beaucoup d'applications qui naissent un peu toutes les semaines là. Si vous allez sur Crunchbase, si vous connaissez, c'est une application qui permet un peu de traquer les levées de fonds, les créations de startups à l'échelle globale. Vous verrez chaque semaine, chaque jour, des nouvelles startups qui naissent, des nouveaux SaaS qui créent ça. Donc ça devient un peu une blague à force de le répéter. Mais ça génère de l'argent. Et il y a beaucoup d'applis, par exemple Autobot, c'est une application qui a été créée par un EDEC cette année même, qui était à l'EDEC il y a 3 ans.
qui permet de faire de la prise de contact avec vos prospects. Ça vous automatise directement vos workflows sur LinkedIn. Vous vous connectez, vous donnez votre adresse email, pas votre mot de passe. Ne donnez jamais votre mot de passe. Et derrière, ça va faire vos prises de contact, de la rédaction de posts. Enfin, pas celle-ci, mais il y a d'autres applis qui font de la rédaction. En fait, dans votre stratégie marketing, vous voudrez remplacer tout un département marketing par une IA. Ne faites pas ça. Ne soyez pas des managers toxiques. On reste humain. Les cours de business ethics, ça sert à quelque chose. Et en fait, ça va pouvoir juste vous permettre de kickstart ça, de commencer ça tout seul, et en attendant d'être dépendant d'une autre personne, une fois que ça va scale. Donc on va réfléchir à du scaling, et avant ça, pour la prise de contact, automatiser, c'est utile, parce que vous n'aurez pas le temps de faire vos prises de contact une par une. Vous voudrez que tout votre entourage sache qu'il y a maintenant un B2C qui permet de recycler du hardware, et que c'est très bien pour la planète. Donc, faire des posts, ça peut être automatisé directement par des outils comme Autobot. Il y a des outils que vous pouvez intégrer avec vos réseaux sociaux pour directement poster des posts et fidéliser. Si vous créez du contenu, ça peut faire des sous-titres automatiques, ça peut faire de la traduction. Ainsi, si vous voulez spread across Europe, vous allez avoir une traduction espagnole, allemand, belge pour tous les pays autour, flamand. Et à partir de là, ça vous permet de faire une expansion. Et là, tout ça, sans passer non plus énormément de temps sur une stratégie marketing, vous avez réussi à créer votre premier workflow et créer votre application d'une idée à du MRR, Monthly Revenue Recurring. C'est tout pour la partie startup. On a fini. Des questions ? Choisissez Vigie de manière assez pertinente si vous voulez faire une césure.